Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour Euh, Charles, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire, cet échange interactif même avec Thierry René, le directeur des systèmes d'information et de l'organisation d'Advini, webinaire de Quable, PIM. Alors aujourd'hui, on va parler de Product Information Management, on va parler de systèmes d'information, mais avant tout, on va parler de vin. N'est-ce pas Thierry? Bah, absolument, oui. Bah oui, ça fait partie d'un des intérêts de ce webinaire, d'ailleurs, c'est de pouvoir effectivement discuter autour du vin aussi. Oui. Voilà, donc un domaine assez sympa, gourmand, épicurien. Voilà, on va être dans le partage de nos expériences, mais c'est vrai que dans le secteur du vin, c'est une notion de partage qui est très forte, d'autant plus dans le groupe Advini, qui est un groupe vraiment très humain. Donc, bah, ça va durer une demi-heure, ce webinaire. Euh, on va vous expliquer comment effectivement Advini a mis en place un PIM Quable pour unifier la collaboration entre les équipes production, marketing, vente et informatique grâce effectivement à un PIM. Une demi-heure pendant lesquelles vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez un petit chat en bas à droite. On va prendre les questions après cette demi-heure. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on y répondra par email par la suite. On va commencer par se présenter, Thierry, je vous en prie. Oui, bonjour, donc Thierry René, je suis le directeur des systèmes d'information, comme l'a dit, et de l'organisation, comme l'a dit Charles, du groupe Advini. Je suis à ce poste-là depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc, j'ai un cursus assez hétéroclite, puisque j'ai commencé chez, enfin, hétéroclite. J'ai commencé chez IBM, ensuite j'ai quitté le grand groupe qui était IBM pour ensuite partir sur de la PME-PMI qui me semblait plus intéressante parce que le processus de décision et la participation à la valeur ajoutée est beaucoup plus évidente. Donc j'ai pu effectivement intervenir dans des sociétés qui sont aussi hétérogènes que le médical, les tableaux généraux basse tension et donc maintenant dans le vin. Voilà, donc en Donc, deux mots, en 2 mots rapides, voilà. je crois savoir que, voilà, en tout cas, le secteur du vin, ça vous fait plaisir de travailler dans ce secteur. Et donc, vous êtes basé, alors, c'est pas tout à fait l'arrière-plan derrière vous, c'est un des domaines d'Advini, mais vous êtes basé à Saint-Félix, au-dessus de Montpellier, hein. Ben, effectivement, on est au nord de Montpellier parce que on va dire que c'est le siège du groupe d'une part, mais surtout on va dire que c'est là que l'histoire d'Advini a commencé, hein, puisque c'est plus le groupe Jean-Jean qui est à l'origine de la création du groupe, hein. Advini est une fusion, est une joint venture qui a été le mariage d'une société Jean-Jean et d'une société qui s'appelle La Roche, qui est une société bourguignonne. Et effectivement, donc on est dans l'Hérault. Derrière, effectivement, c'est notre site de Polier qui est du côté de Perpignan, hein, qui est la côte catalane, dont je suis originaire d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'en ai profité pour faire cette petite publicité. Et oui, effectivement, donc on est au nord de Montpellier, une vingtaine de kilomètres au nord, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, après, effectivement, vous avez 12 domaines viticoles, 12 maisons de vin qui sont réparties en France et en Afrique du Sud. Et donc, c'est un groupe Advini, hein, avec des filiales. Un groupe qui aujourd'hui est parmi les 3 plus grands groupes viticoles français, avec plus de 280 millions de chiffre d'affaires, avec 1000 salariés, 2200 hectares de vignobles, et en tout 430 marques, 10 000 références. Donc c'est assez unique, hein, ce groupement de grandes maisons de viticoles. Mais on Thierry. est, on est, on est à la fois, enfin, on est d'abord des viticulteurs, hein. C'est-à-dire que l'origine d'Advini, de Jean-Jean, hein, c'est des viticulteurs qui en sont origine, hein, famille Jean-Jean. Donc des viticulteurs qui ont su saisir des opportunités et croître au fur et à mesure du temps, avec, on va dire, une opération qui a effectivement marqué la croissance du groupe, qui est la fusion avec la société La Roche, et qui avait aussi des vignobles en Afrique du Sud, d'où notre présence en Afrique du Sud, sur la région de Stellenbosch. Donc 12 maisons de vin, donc, qui nous donne énorme avantage, c'est qu'en fait, on est quasiment sur les grands terroirs français, d'une part, hein, donc ce qui nous permet d'avoir une gamme de produits assez large.
J'ai coutume de nous comparer un petit peu à la joaillerie, c'est-à-dire qu'en fait, on fait à la fois des petits vins qui sont vraiment destinés en fait au plus grand nombre, et puis on peut aller jusqu'à des vins de grandes marques qui, effectivement, en Bourgogne, dans le Bordelais, aujourd'hui sont des références sur le marché et qui sont même présents chez des étoilés, quoi. Ouais. Donc 12 maisons de vin, 4 maisons de service aussi à préciser, c'est-à-dire qu'en fait, on fait à la fois des vins qui sont nos vignobles, donc nos vignobles avec nos vins, nos marques, mais aussi on travaille avec des partenaires comme la grande distribution, où en fait on fait des vins de marque, donc c'est un business que connaît bien la grande distribution aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on a 4 structures aujourd'hui qui fabriquent des productions grand volume qui sont majoritairement destinées à la grande distribution. Et effectivement, bon, on a une présence en France au niveau de nos vignobles, en tant qu'agriculteurs, viticulteurs, et on distribue aujourd'hui dans 140 pays dans le monde. Nous sommes présents dans 7 bureaux, effectivement, avec un chiffre d'affaires à l'export qui est assez significatif, puisqu'il est de l'ordre de 50% à peu près de notre chiffre d'affaires. Et on a une présence un peu... On va dire qu'on est présent dans des pays qui, pour nous, on va dire, on a une importance particulière. On est présent en Chine, en particulier, avec même de la logistique. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud, puisque là, on a carrément du vignoble. Mais on est présent aussi au Canada, aux États-Unis, on est au Japon, on est dans le nord de l'Europe, du côté de la Suède. Oui. Donc, on a quelques bureaux représentatifs comme ça, commerciaux, qui nous permettent de couvrir quasiment toute la surface du globe, quoi. Donc, comment c'est structuré? Du coup, vous avez des équipes en propre qui ont des bureaux effectivement dans les pays qui sont les pays qu'on voit sur la slide, hein, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud, France, Chine, Hong Kong, Canada, Suède. Oui. Ça, c'est une équipe en propre et vous avez aussi un réseau de revendeurs partout dans le monde. Comment ça se passe? Comment c'est structuré le business à l'international? Ben, en fait, soit on travaille en propre, et après, derrière, je dirais que la distribution des produits alcoolisés dans certains pays passe par des obligations, hein. Donc, exemple, au Canada, aujourd'hui, on travaille avec la SAQ, qui est une des structures de distribution des produits au sein du Canada, hein, dans la région de Québec. Aux États-Unis, c'est des marchés qui sont assez captifs, où on a besoin effectivement de s'appuyer sur des réseaux de distribution qui ont pignon sur rue. Après, il y a des marchés sur lesquels on peut être un peu plus présent, comme l'Europe du Nord, par exemple, ou l'Allemagne, le Benelux, où on couvre en propre quasiment le marché. Et après, il y a des marchés un petit peu plus compliqués, l'exemple de la Chine, où il y a besoin aussi d'avoir de la valeur ajoutée locale pour être capable vraiment de faire de la distribution, quoi. Donc, Ouais. mais en revanche, ce que l'on a, c'est qu'on travaille soit avec des distributeurs, des importateurs, ou en propre, ce qui nous permet aujourd'hui, effectivement, d'avoir cette couverture géographique. Ouais, très bien, très intéressant. Super, on y reviendra sur les canaux de distribution, puisque du coup, tous ces flux commerciaux, bah, ça implique effectivement de pouvoir commercialiser ces produits, de préparer la donnée pour ces différents canaux de vente. Donc, on va en reparler, mais merci, je pense on a une bonne vision du groupe Advini. Bon, moi, j'étais ravi en tout cas, de m'occuper du groupe Advini, effectivement, parce que je suis champenois, donc, et ma femme est vigneronne, donc c'est sûr que j'étais très impliqué sur sur ce sujet et je pouvais en parler un petit peu, notamment en termes de modèle de données du vin. C'est assez passionnant, puisque dans une bouteille de vin, il y a 300 attributs. Ça va du cépage aux mentions obligatoires, bio, vegan, etc. Ça peut être le taux de sucre, le taux d'alcool, ça va être le millésime, ainsi de suite. Et donc, on va en parler un petit peu. Mais c'est un sujet qui est vraiment passionnant, parce que dans une bouteille de vin, il y a une richesse d'informations produits qui est fabuleuse, avec beaucoup d'ingrédients notamment, et des méthodes de vinification et de viticulture. Donc, c'est un super beau sujet. Après, voilà, ce webinaire va concerner un petit peu tout type de business, puisqu'on retrouve des modèles de données, des canaux de vente B2C et B2B, des process collaboratifs, un système informatique qui va se retrouver dans tout type de business aujourd'hui. Juste, je voulais aussi repréciser pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, ou qui connaîtraient encore assez peu Quable et le PIM. On va préciser qui est Quable et ce qu'est un PIM en 2 minutes. Quable, aujourd'hui, c'est une société qui fête ses 10 ans, qui a commencé à commercialiser un logiciel de gestion des informations produits, donc Product Information Manager. On a commencé la commercialisation en SaaS en 2016. Aujourd'hui, on a plus de 200 marques
dans des secteurs très différents. Effectivement, là aujourd'hui, on est plutôt dans l'univers des vins et spiritueux, de l'agroalimentaire, dans lesquels on a pas mal de beaux clients, comme ici Denaville, Groupe Savencia et bien d'autres. D'ailleurs, le projet Advini a fait des petits, puisqu'au premier trimestre, on a aussi contractualisé avec la société, le groupe SJB, donc porté par la marque Bollinger, notamment. Après, on a des secteurs très différents comme les cosmétiques, mais c'est pareil, on va avoir un modèle de données avec des ingrédients. Hein, c'est toujours comment on modélise finalement ces données. Et donc, on a des clients comme Sisley Paris, le groupe Rocher notamment. On est très présent après dans d'autres secteurs comme la mode, le luxe, beaucoup, et puis les services, puisque par exemple, un de nos tout premiers clients, et qui est toujours bien sûr notre client, c'est le Club Med. Donc on peut aussi modéliser des services. Aujourd'hui, on a des utilisateurs dans 85 pays. Donc d'emblée, forcément, Quable a eu cette vocation très internationale. On est aujourd'hui 40 salariés chez Quable. Le PIM, qu'est-ce que c'est? Et ça va faire le lien avec la présentation ensuite, puisque vous voyez à droite une fiche produit avec un Chablis premier cru du domaine La Roche. Donc, le PIM, Quable aujourd'hui, c'est une plateforme 3 en 1 avec un PIM. Bien sûr, qui est le cœur de nos fonctionnalités qui sont PIM, Product Information Management. Donc, un référentiel qui permet de constituer, classifier, enrichir toutes les données produits et de les diffuser sur tous les canaux de vente. Ça, c'est le PIM. C'est associé à un DAM. Pourquoi? Parce que nos clients, pour diffuser leurs produits sur tous les canaux de vente qu'ils ont, B2C, B2B, ils ont besoin d'associer ces produits à des médias. Donc, c'est tout ce travail d'association qui est fait entre les assets qui peuvent être des médias, des PDF, des Excel, des sons, des vidéos. Ce travail de liaison qui est fait entre les produits et les médias, comme on le voit à droite sur la fiche produit, en fait. Et puis, on a une dernière brique qui est un portail de marque. Parce que, effectivement, avec tout ce contenu qui est saisi dans Quable, pour nous, c'était évident de mettre à disposition de nos clients un portail extranet sur lequel sont automatiquement poussés, diffusés tous les produits, tous les médias de nos clients. Et forcément, c'est un produit qui a énormément de succès. On a des clients qui ont enrôlé des milliers d'utilisateurs dans le monde sur ce portail pour se partager des assets et des fiches produits surtout. Voilà, je voulais faire une petite introduction. Alors Thierry, du coup, on revient au contexte d'Advini. Vous nous aviez sollicité il y a à peu près 18 mois pour nous dire que vous souhaitiez vous équiper d'un PIM du marché. Quelles étaient les principales problématiques, les principaux besoins que vous aviez à ce moment-là? C'était surtout sur un manque de productivité dans la gestion des données. D'une part, on avait des problèmes de productivité parce que les cycles de traitement de la donnée, de l'enregistrement de la donnée étaient extrêmement longs. Nous posaient des problèmes parce que la mise à disposition de l'information au niveau du commerce et le time to market est un élément essentiel dans notre business. Et c'est vrai que le fait d'avoir des temps de traitement qui étaient relativement longs, en plus on avait quelques soucis techniques, a fait qu'effectivement on se retrouvait souvent en désynchronisation entre le moment où on mettait le produit sur le marché et le moment où l'information concernant le produit devenait disponible pour les commerciaux et pour les clients. Donc, on souhaitait vraiment gagner en efficacité de ce point de vue. Il est vrai aussi que notre métier est quand même un métier assez complexe. On adresse différents types de canaux, du B2C, du B2B, la grande distribution, pas mal de soucis aussi pour entrer sur des marchés de type place de marché. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une extension qui réclamait vraiment qu'on aille sur un produit qui soit beaucoup plus performant et surtout qui ouvre de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles perspectives. On est un produit aujourd'hui qui est un produit complexe, puisque comme le disait Charles tout à l'heure, quand on pense unité consommateur, on va penser à une bouteille sur un rayon avec une étiquette qui va avoir un contenant et puis un contenu. Et en fait, quand on regarde derrière toute la problématique, d'une part au niveau culturel, c'est un produit qui a besoin d'enrichissement permanent au niveau de la donnée pour arriver en fait à attirer le client et donner toutes les informations dont il a besoin. Et après, il y a toute la problématique logistique, des problématiques légales, des problématiques de branding, des problématiques de petits logos, le bio, etc., qui deviennent aujourd'hui des éléments très, très significatifs dans notre business. Et on avait vraiment besoin de monter en gamme sur un produit qui, effectivement, nous permet un enrichissement beaucoup plus
beaucoup plus efficace. Et après, derrière, c'est toute la partie interaction qui existe avec les différents systèmes. Hein. Donc aujourd'hui, on travaille avec un outil qui s'appelle SAP, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est un outil qui est lourd, qui a beaucoup d'avantages fonctionnels, mais qui demande beaucoup de rigueur. On travaille aussi avec un outil comme Salesforce aussi, qui est leader sur son marché. Et on a besoin d'alimenter, d'avoir de la synchronisation entre les différents outils, rapidité d'exécution, rapidité de traitement. Donc c'était en gros, on va dire, les raisons essentielles pour lesquelles effectivement on cherchait vraiment un outil du marché, quoi, avec des fonctionnalités qui correspondaient un petit peu plus à notre besoin. Ouais, bah, je pense que c'est très bien résumé tout ce qu'il y avait dans le cahier des charges qu'on avait abordé ensemble à ce moment-là. Une des premières choses aussi, on en parlait, qu'on a craqué et qu'on a craqué en atelier d'avant-projet, c'est-à-dire que dans la phase d'avant-projet, avant de contractualiser, de lancer le projet ensemble, on a cette phase de préparation de ce projet. Et on fait des ateliers qui nous permettent de se poser sur le schéma informatique, sur les process organisationnels et sur le data model. Alors, le data model, on l'aborde en projet, bien sûr, puisqu'il faut poser un data model pour initialiser le PIM. Mais là, on avait besoin quand même, dans cet atelier, de modéliser, de commencer à poser les bases du data model. Et à partir d'un extract d'SAP, le RP, on a pu aboutir à un premier modèle qui était important avant de faire la démo de la solution aux équipes métiers. Il fallait quand même qu'on ait quelque chose de clair au niveau de la modélisation des données. Donc, en fait, c'est assez facilement compréhensible sur cette slide après coup. C'est schématique, hein, mais donc, on a effectivement, par exemple, le Chablis Grand Cru qui va être dans différentes cuvées. Chablis Grand Cru, les Blanchots. Cette cuvée va être millésimée, donc Chablis Grand Cru, les Blanchots 2017. Et enfin, les Blanchots 2017, 75 centilitres, puisqu'on a une centilisation. Et la centilisation fait que les informations sont différentes, hein, puisqu'on a typiquement le poids de la bouteille ne va pas être le même en 75 centilitres qu'en Magnum 1,5 litre. Enfin, j'espère en tout cas, Thierry. Oui, je confirme. C'est le poids de la bouteille. En fait. C'est pas le vin, c'est la bouteille qui pèse. Pas plus d'air. Mais même le média aussi, bien sûr, va changer. Donc, on a abouti un petit peu à cette modélisation. Et puis, ce qu'on voulait aussi montrer au métier lors de la démo personnalisée qu'on organise devant toutes les équipes, c'est que, bien sûr, cette cuvée millésimée, par exemple, hérite, bien sûr, des informations de la cuvée qui est au-dessus d'elle. Et ainsi de suite. Et donc, on a posé ce modèle de données voilà, qui peut être différent, mais là, on est arrivé à celui-là. Un petit mot là-dessus sur le data model, Thierry? Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, un élément essentiel, hein, extrêmement critique, effectivement, de la partie structuration de la donnée, qui nous posait d'ailleurs problème par le passé, parce qu'en fait, le processus d'héritage pour nous est essentiel. Hein. Il faut savoir qu'on peut créer jusqu'à 10 000 articles par an, parce que pour nous, un article, c'est. Et donc, il y a les renouvellements de cuvées qui se font chaque année, les renouvellements surtout de millésimes, en fait. Hein. Donc, les créations de nouveaux produits. Et c'est vrai que la maintenance et la mise à jour de la donnée pour nous est un élément essentiel. Donc, le fait d'avoir ce processus d'héritage bâti sur un modèle de données qui est relativement cohérent fait qu'aujourd'hui, on gagne énormément de temps. Tout nouveau millésime aujourd'hui va effectivement hériter de l'information de cette structuration de la donnée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on gagne beaucoup de temps. Oui. Très bien. Bon, et puis là, on est dans le cœur du sujet, hein, puisqu'en fait, un projet PIM, c'est essentiellement un projet sur le data model et ensuite sur les process collaboratifs. Donc, une fois qu'on a atteint ça, on peut avancer, quoi. Juste une dernière précision, c'est que sur le data model, c'est que chaque élément qui constitue ce data model aujourd'hui est un élément qui a ses propres critères, qui a ses propres informations. C'est-à-dire qu'en fait, le processus d'enrichissement de l'information lorsqu'elle est au plus bas hérite de toutes ces informations-là, qui est que lorsqu'on parle de Chablis, lorsqu'on parle de la région Bourgogne, il y a des caractéristiques qui sont associées au terroir, qui sont associées aux différents types de cépages qu'on trouve sur la. Même au niveau des millésimes, chaque millésime, effectivement, a ses influences en fonction du soleil, en fonction de la température, en fonction de la saison. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent intervenir dans ce process et qui demandent effectivement cette rigueur dans l'enrichissement de la donnée, quoi. Tout à fait. On a aussi modélisé, hein, on a modélisé des fiches produits, mais aussi des fiches je crois que c'est soit de domaine, soit d'appellation, pour pouvoir les associer
au produit et pas avoir à ressaisir toutes ces données à chaque fois. Parce que le domaine La Roche, il a un sol, par exemple. Hein, il a un sol, il a une histoire, il a une géographie. Voilà, voilà. Et donc, on ne va pas ressaisir dans chaque fiche produit toute l'histoire du domaine, etc. On fait simplement un travail d'association de la fiche du domaine La Roche ou de l'appellation Chablis avec les différents produits qui correspondent à cette appellation ou à ce domaine. Donc, c'est ça qui était passionnant dans ce projet dans les vins et spiritueux. Et puis, en plus, ce data model, il faut qu'il corresponde aux filiales. Donc, il a fallu aussi quand même, vous avez, vous, en tant que DSIO, un travail à chaque fois d'harmonisation, de cohérence à faire en interne et de mettre un peu tout le monde d'accord sur des basiques, quoi. D'autant que, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on a des vins qui sont des vins, on va dire, de consommation courante, qui vont être des vins qui vont être vendus en grande surface, que vous allez retrouver en grande surface à des tarifs qui vont être 3,50 €, 4 €, 4,50 €. Et puis vous allez retrouver peut-être des Côtes de Beaune, des du Saint-Georges qui vont coûter 450, 500 €, qui ne s'adressent pas du tout au même public, aux mêmes clients, sur lesquels effectivement il faut que l'information, malgré tout, soit cohérente et qu'elle puisse effectivement s'adresser à l'un comme à l'autre. Donc, ouais. Voilà, donc c'est. Oui, c'est sûr. Voilà. Il y a un effort très important de marketing produit finalement qui est fait sur des produits d'une telle valeur. Le consommateur attend une exactitude des informations et puis une histoire, des accords mets et vins, des choses effectivement plus poussées que l'accord mets et vins du verre de rosé au barbecue, quoi. Si on peut dire. Bon, très bien. L'autre gros sujet qu'on avait, mais finalement, c'est des choses c'est du bon sens, c'est assez simple, c'est quel process collaboratif on met en place. On parle de workflow. En fait, on vous demande un petit peu quel serait votre workflow idéal, votre process idéal en avant-projet aussi, pour impliquer les différentes équipes dans chaque étape de la création des produits, de l'enrichissement des produits et de leur publication, commercialisation. Et donc, ça, pour schématiser ça, on a toujours dans ces process une phase d'initialisation des données. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de clients créent leurs produits dans le PIM et ensuite le synchronisent avec le RP. Là, on est sur un modèle où SAP, la donnée va être importée de SAP, ça va initialiser, créer des fiches produits finalement dans Quable qui ensuite vont être enrichies par les équipes. Donc, je vais assez vite sur cette phase. Ce qui est intéressant, c'est ce travail d'enrichissement. Et donc, dans l'enrichissement, et Thierry, je vous donnerai la parole pour nous dire un petit peu quels sont les différents rôles, les différents métiers qui sont impliqués dans ce process. Mais on a une phase de collecte des informations produits, les informations techniques déjà, du vin, ça c'est important, qui est faite, un contrôle éventuel des manques. On a également la collecte et l'import des médias, notamment dans les médias du vin, on a forcément besoin de différents types de vues, de différents types de médias. On a un enrichissement des contenus marketing, bien sûr, qui est fait. Quel est l'accord mets et vins, comment vendre, quels sont les atouts de ce produit, etc. On a dans ce workflow, il ne faut pas l'oublier, la traduction qui, bien sûr, doit intervenir avant toute diffusion. Et puis, on peut avoir, au niveau du groupe notamment, une étape de validation de ces contenus avant leur publication sur tous les canaux de vente. Donc là, dans cette phase d'enrichissement, cette deuxième phase, cette phase en jaune, Thierry, quelles sont les équipes impliquées? Comment ça se passe? Notamment, vous créez, en fait, le cycle de vie a un produit. Le produit a un cycle de vie, pardon. Oui. Et donc, quel est un petit peu ce cycle de vie? Qui intervient à quel moment sur ce process? Alors, le process peut être différent selon le type de vin sur lequel on travaille. On peut travailler, par exemple, avec la grande distribution, où on va travailler sur des cahiers des charges qui vont être communiqués par des œnologues de la grande distribution qui vont nous demander un type de vin particulier, un corbière, un ceci, un cela. Et puis derrière, on va avoir des gens qui vont travailler sur les assemblages, qui sont souvent des maîtres de chai, qui vont travailler sur différents types d'assemblages et qui vont faire des propositions avec de l'échantillonnage. Si on travaille sur nos vins qui nous sont propres, on a effectivement des maîtres de chai qui sont des sommités chez nous. Il faut savoir que les maîtres de chai chez nous sont des gens extrêmement importants parce que c'est eux qui vont faire les assemblages, qui vont déterminer la qualité de ce qu'ils vont produire, qui vont sentir les choses. Vraiment, c'est un métier, c'est incroyable de les voir travailler d'ailleurs. Donc, moi, je vous coupe, mais maître de chai, on peut dire chef de cave, on peut dire winemaker. Oui, winemaker en anglais, voilà. Nous, on appelle ça effectivement les maîtres de chai.
Oui. Donc, ces gens-là vont effectivement travailler sur des assemblages, vont déterminer en fait un certain nombre d'éléments caractéristiques liés à cet assemblage-là, qui vont communiquer au service marketing, qui le marketing vont derrière vont commencer à faire ce travail d'enrichissement. Donc, il va y avoir une association entre, on va dire, la partie vigneron, œnologue, assemblage, qui va forcément dialoguer avec les services marketing, qui vont commencer en fait à initier la création de l'information dans les systèmes et qui vont commencer en fait à enrichir. Après, derrière, va s'enchaîner en fait toute la problématique de marketer le produit, dans lequel effectivement il va y avoir les visuels qui vont apparaître et on va commencer à travailler sur les étiquettes. Je commence à en savoir quelque chose. Tout ce qui est la capsule. Vous savez que l'étiquette est un élément fondamental dans le vin, puisque c'est un des éléments qui contribue largement à la décision d'achat. Donc, il va y avoir tout cet enrichissement qui va se faire et qui va arriver effectivement jusqu'à l'étape ultime qui va être la validation définitive de l'information, mais surtout aussi, chose importante, c'est quelle est l'information que l'on veut communiquer sur ces produits-là, sur les différents canaux. Parce qu'on ne va pas forcément pousser la même information vers le commercial, Advini, qui lui va l'utiliser pour effectivement faire son support de commercialisation, ou vers le client, un portail client, ou vers un site de type B2B, dans lequel on va faire de la commercialisation en ligne, ou dans un data pooling destiné en fait au retail, où effectivement on va pousser des informations qui seront peut-être d'une autre catégorie. Donc tout ce travail d'identification aujourd'hui, et c'est en ça que Qable pour nous apporte aussi une belle valeur ajoutée, c'est qu'on a cette capacité de pouvoir trier l'information et la diriger aux bons endroits avec le bon niveau de qualité, quoi. Ouais, mais c'est passionnant et ce qui est notamment, hein, c'est on parlait des chefs de cave, tout ça, c'est cette articulation entre la production et les équipes commerciales et marketing derrière. C'est ça qui est, parce que je parle de ça parce que dans d'autres secteurs, il y a toujours la production. Enfin, nous, on s'occupe beaucoup, on est dans l'industrie, on est dans le commerce de gros, on est dans tout un tas de choses où il y a cette notion d'information produit qui doivent à un moment, et c'est la richesse, c'est une des richesses de l'entreprise, hein, et du produit, c'est ses attributs, son information, quoi, finalement. Bien sûr, mais surtout, ce qui est important aussi, c'est la liaison par la compétence entre les organisations. Le maître de chez, c'est effectivement quelqu'un qui a cette forte compétence, on va dire, dans la partie assemblage, arrive à déterminer vraiment quels sont le bon dosage, etc., etc. Puis vous avez après derrière ce qu'on appelle les DDV, développement des ventes, support des ventes, qui sont des personnes en général qui ont une formation vraiment sur les vins et spiritueux, c'est-à-dire des gens qui arrivent, qui ont la connaissance des produits et qui ont cette capacité en fait de faire le lien entre la partie viticulture et la partie marketing commercialisation, où l'enrichissement se fait parce qu'il y a cette communauté de gens qui connaissent effectivement les produits, quoi. Ouais, très bien. Alors justement, on va passer sur la phase, la dernière phase, qui est la phase de diffusion des produits, de vente en fait, omnicanal, diffusion omnicanal automatisée. Et donc en fait, il y a différents types aussi de rôles de public au sein d'un groupe comme Advini qui vont consommer cette information produit, qui vont avoir besoin de support de vente. Et puis, il y a des choses qu'on va automatiser, donc vers les boutiques e-commerce, bien sûr, vous avez 5 sites Magento, vers le CRM Salesforce, vers du print, bien sûr, pour générer des catalogues, entre autres, et vers le portail de marque. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi, bien sûr, toute la diffusion. Ensuite, on peut extraire des fichiers Excel, on peut faire tout un tas de choses. Mais donc, voilà le process global. Je ne parle pas trop des canaux de vente, parce que j'ai une slide juste après sur le sujet. Mais en gros, voilà un petit peu, très schématiquement, le type de process qu'on peut mettre en place et qui a été mis en place par Advini. Alors justement, bon, c'est pour ça que je faisais vite, mais en fait, ce qu'on recherche, c'est une accélération du business, mais aussi une fiabilité de l'information. Enfin, moi, je connais très bien les domaines viticoles. Je sais que c'est tout le temps la panique pour trouver la fiche, les bonnes informations sur le dernier millésime qui est dans un drive, etc. Là, le but, c'est qu'il n'y ait plus de questions. Il y a une source de données fiable, centralisée, à jour, c'est le PIM. Et donc, cette source de données, c'est une base de données qui va alimenter des canaux B2C, B2B, ainsi que l'international. Alors, sur le B2C, déjà, il y a des clients en visite au domaine. Donc, quand on va dans un domaine qui se respecte, on a les fiches PDF. Déjà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a en gros, c'est l'objectif, c'est d'avoir une donnée centralisée aujourd'hui qui soit commune
à l'ensemble des canaux sur lesquels en fait on distribue le produit. Donc aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans une boutique du groupe Advini, vous avez effectivement du personnel qui a accès en fait à toute l'information produit et qui est capable de vous renseigner. Alors, les gens, c'est vrai qu'ils finissent, ils connaissent dans les boutiques, les gens connaissent très très bien les produits. Hein. Donc et il y a effectivement, la première chose, c'est que au contact du client, il y a une information qui est disponible et qui permet, via via cette information, on va dire, commune, donc ils ont effectivement accès à cette information de manière cohérente, quoi, et Oui, et fiable. puis c'est renouvelé chaque année parce que le nouveau millésime, Chaque année, il a une nouvelle météo, voilà, il y a des informations qui changent chaque année. absolument, tout à fait. Bon, je mets Absolument. vente par correspondance, mais aujourd'hui, c'est très fréquent qu'il y ait des coups de fil. Hein, donc, au domaine, je commande 6 cartons. Voilà. Bon, donc, il faut pouvoir renseigner les gens quand ils appellent, hein, notamment Mais au domaine. en fait, on couple de plus en plus les sites de vente en ligne avec la boutique. C'est souvent d'ailleurs les boutiques qui se chargent de commercialiser les produits sur les ventes en ligne. Parce que c'est une relation consommateur qui est un petit peu différente de celle qu'on va retrouver dans le B2B. Donc, il y a souvent effectivement ce besoin de contact, ce besoin d'explication, parce que ce sont des produits complexes, hein, malgré tout. Et les gens qui vont en boutique et qui cherchent à acheter sur les sites sont de plus en plus connaisseurs et ont besoin de plus en plus d'informations. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent. Hein. On sent que dans la relation qu'on a avec avec les consommateurs aujourd'hui, on a ce besoin d'informations de plus en plus poussé, où les gens Mmh. deviennent des connaisseurs, cherchent de l'information, et on voit la multiplicité des sites en ligne aujourd'hui, hein, les Bien sûr. Vivino, etc., etc. Donc, voilà, donc aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin-là, quoi. Ouais, ouais. Bah, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la gestion des médailles, justement, parce que c'est un des critères de choix du client. Hein. Alors ça, oui, non, mais aujourd'hui, le nombre d'éléments, de critères qui interviennent dans le choix du consommateur, ça devient hallucinant. Parce qu'il y a les bio, la biodynamie, aujourd'hui vous avez effectivement les véganes, on est en train de faire des expérimentations sur des sites en permaculture, c'est-à-dire qu'on développe des vins en permaculture, donc ils vont forcément générer des subtilités totalement différentes, parce que c'est la nature qui va vraiment faire la qualité du vin. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui interviennent et qui sont des éléments discriminants dans le choix du consommateur. Donc il faut qu'on puisse effectivement pousser cette information, la mettre à disposition. Bien sûr. Oui, et puis j'ai mis les marketplaces de biens, vous en avez parlé, mais il y a pas mal de marketplaces maintenant aujourd'hui qui vendent, enfin, des marketplaces ou des sites e-commerce généralistes de vente de vins qui comparent les vins, Ça et donc devient incontournable. Ça il devient faut leur incontournable. envoyer une Aujourd'hui, information vous sur. avez des sites comme, voilà, vous avez des sites comme Amazon aujourd'hui qui deviennent quasiment incontournables dans la commercialisation des produits de grande distribution. Donc, voilà, donc c'est vrai que Ouais. voilà, c'est une nécessité absolue. Oui. Voilà, alors sur le B2C, il y a pas mal de canaux. En B2B enfin, d'ailleurs, je vous donne mon ressenti, mais c'est vrai que c'est le secteur, hein, les vins et spiritueux, où j'ai vu le plus de canaux de vente, en fait, alimentés. C'est plus que dans l'industrie, dans le retail, dans tout ce que vous voulez. Il y a une diversité de clients qui est incroyable, puisque là, on a. Alors, en B2B, bon, vous avez des commerciaux, vous avez des réseaux d'agents commerciaux, vous avez la GMS, mais vous avez aussi donc CHR, c'est cave, hôtellerie, restauration, qui est une Oui. population hyper importante. Café, hôtel, restaurant, ben oui, on fait effectivement une différenciation dans le B2B entre ce qu'on appelle le on et le off. Alors bon, c'est le terme anglais, mais on trade, ça veut dire que vous consommez, c'est des endroits où vous allez consommer le produit directement sur place, donc café, hôtel, restaurant. On range aussi les cavistes dans cette catégorie-là. Et puis vous avez ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire que le off, c'est-à-dire que vous allez acheter, vous repartez avec vos bouteilles, vous la consommez en Mm. général à la maison ou chez les amis ou sur la plage. Donc, voilà, donc on fait cette différenciation-là. Et c'est vrai que dans le B2B aujourd'hui, si on cumule l'ensemble des réseaux sur lesquels on travaille aujourd'hui, outre les agents, outre les importateurs, outre les distributeurs, outre nos propres commerciaux, outre toutes les zones aujourd'hui sur lesquelles on nous demande de déposer de l'information, les groupes, je sais pas, moi je prends le groupe aujourd'hui, sur les grands hôtels. Là. Enfin bon, passons. Donc vous avez des grands groupes aujourd'hui qui demandent à ce qu'on dépose de l'information sur leur site pour qu'ils puissent ensuite Ouais, eux la déployer sur le groupe Accor. Pardon, voilà. ouais, ouais. Donc, on a des canaux de distribution aujourd'hui, des canaux de commercialisation qui aujourd'hui nous demandent de la mise à disposition d'informations très vite, toujours au bon niveau. Sous des formats différents, enfin, avec des données attendues qui peuvent être différentes aussi. Exactement. Sur la Obligatoire. donnée, ouais, tout à fait, oui.
Et absolument. puis, ouais, et puis après, vous devez alimenter métro, enfin, ce genre de... On travaille avec Métro, on travaille avec, vous savez, avec le retail, on travaille avec toutes les zones de duty free dans les aéroports. Donc, Ouais, bien sûr. Heinemann, qui est un grand groupe sur lequel en fait on travaille aujourd'hui, par exemple, qui alimente l'ensemble des aéroports de l'Europe. Donc, Travel retail, ouais. voilà, donc le retail, c'est donc il y a effectivement une foultitude de canaux sur lesquels aujourd'hui on doit arriver à poser de la donnée. Et toujours pareil, même problématique, c'est la donnée, il faut qu'elle soit toujours au bon niveau, disponible au bon moment. Dès l'instant où vous sortez le produit, il faut que la donnée soit disponible. Sinon, votre produit, vous ne le commercialisez jamais, quoi. Et traduite, et donc c'est la Et partie traduite en internationale. X langues, bien sûr. Donc Traduit en là, X sur langues. le plan international, effectivement, vous traduisez dans combien de langues aujourd'hui? Français, anglais seulement ou... Non, non, parce qu'il y a des endroits, il y a des pays où on est obligé de commercialiser Ah oui, avec la langue du pays. Donc, les contre-étiquettes en particulier, sur les contre-étiquettes, vous avez des obligations légales aujourd'hui qui fait qu'on est obligé d'écrire en russe, en cyrillique, en chinois, en japonais. Donc, après, derrière, les supports de commercialisation, on limite, on limite les traductions pour l'instant, on essaie d'éviter, mais on peut être amené à devoir traduire dans, je ne sais plus combien, 20 et quelques langues. Donc, c'est. d'accord. Donc c'est un process qui est couvert aussi dans le workflow qu'on a vu juste avant. Alors là, on a dépassé, enfin on n'a pas dépassé, mais en tout cas, on va passer sur la dernière slide pour rester dans les temps et peut-être prendre quelques questions. En tout cas, des bénéfices opérationnels hein, dans un premier temps. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a un ROI immédiat au niveau opérationnel et un ROI un peu plus moyen terme, bien sûr, sur le business, où on peut ouvrir plus facilement de nouveaux canaux de vente, on peut accélérer à l'international, etc. Bon, là, déjà, dans un premier temps, au niveau opérationnel, on a une plateforme d'expérience produit unifiée, donc avec une collaboration simplifiée, une charge de travail réduite. Je vais vous laisser intervenir, Thierry, mais je lis les bullet points. Une meilleure Oui. productivité, une solution ergonomique et une réduction des erreurs. Sur la Oui, partie opérationnelle, productivité, quoi. oui, oui, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter de ça. Donc, oui, oui, effectivement, c'est. Non, puis encore une fois, c'est que ça répond aussi à la complexité qui est la nôtre aujourd'hui sur la diffusion d'informations, quoi. Ouais. Donc, par le passé, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait l'intégralité en charge via des spécifiques, via des interfaces un peu complexes, effectivement, la distribution sur l'ensemble des canaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette visibilité qui nous permet de savoir exactement comment on se positionne pour pouvoir distribuer sur les différents canaux, ce qui n'était pas le cas auparavant, quoi. Très bien. Et pour finir sur la partie un peu plus IT, puisque vous êtes DSI, donc il y a quand même des gros systèmes à alimenter ou à connecter à Quable. Donc sur le e-commerce, alors j'ai mis le nouveau logo, puisqu'on n'a plus le droit de dire Magento, mais c'est Adobe Commerce maintenant. InDesign, Salesforce pour le CRM, ça c'est intéressant. Mhm. Et puis bien sûr, le RP SAP. Ça qu'on retrouve chez pas mal de clients. Alors peut-être, je pense que tout le monde connaît Magento. Il y a également le portail de marque. Il y a la génération de catalogue. Mais peut-être le CRM. Pourquoi est-ce que vous avez nous dire pourquoi vous avez connecté Quable à votre CRM Salesforce? Alors, pour une raison qui peut paraître assez évidente, c'est qu'en fait, SAP, SAP aujourd'hui produit de l'information qui est vraiment plutôt orientée sur de la gestion. SAP est un outil qui gère, on va dire, le business. Mais en fait, toute l'information commerciale aujourd'hui et la diversité de l'information commerciale, en fait, elle est dans le PIM. Elle n'est pas dans SAP. Donc aujourd'hui, Salesforce est un outil qui est mis à disposition de nos vendeurs, mais aussi de nos agents, hein, puisque les agents peuvent utiliser l'outil pour pouvoir prendre les commandes, avoir accès à de l'information produit, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que Qable étant l'information qui est le contenu vraiment destiné en fait aux informations marketing, informations commerciales, on préfère alimenter Salesforce. Enfin, Salesforce est aussi alimenté par SAP. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui, le PIM aujourd'hui comporte des informations du point de vue commercial et marketing essentielles pour nos commerciaux pour pouvoir accéder dans une fiche produit à des informations du type le cépage, de ceci, de cela, qui sont des arguments de vente. Donc aujourd'hui, l'objectif étant que le commercial, quand il travaille avec son outil qui s'appelle Salesforce, il puisse avoir le maximum d'informations pour réaliser sa vente. Ok, Après, voilà. c'était pour expliquer le use case justement et vous l'avez très bien expliqué. Donc voilà, donc des technologies à intégrer, puis il y en aura peut-être d'autres demain, mais donc l'idée effectivement c'est que
tout ce qui est dans Quable puisse en sortir et puis que côté ERP, il n'y ait pas de soucis. Vous êtes passé par ETL pour connecter tout, voilà, pour faire vos connexions. Oui. Tout à fait. Très bien. Dernier canal de vente, c'est le portail. Alors, on va finir sur cette slide. Et en plus, je trouve que donc ça, c'est notre portail de marque, effectivement, qui permet de diffuser tout ce qui est dans Quable dans différentes langues sur un portail extranet. Donc, vous voyez qu'on donne accès avec login mot de passe à des... Alors, en interne déjà, comme ça, il n'y a plus personne qui demande le dernier média, la dernière fiche produit, etc. Donc ça, c'est un gain énorme. Ensuite, ça peut être pour alimenter bien sûr les commerciaux, les revendeurs en fiches produits, en assets. Et donc ça, mondialement, on a vraiment des clients qui s'en servent pour diffuser ça dans 50 pays. Et donc bon, en tout cas, on va pas rentrer dans votre portail de marque, mais le fond d'écran illustre assez bien la devise d'Advini, puisque c'est des vignobles des hommes et on voit la main de l'homme et l'émotion qui ressort de cette image en tout cas. Un petit mot sur ce portail de marque, alors parce que je précise que vous m'aviez dit que c'est quand même l'élément principal différenciant qui vous a poussé à choisir Quable. Disons que quand on a choisi Quable, j'étais pas le seul à choisir. Hein, donc on était un petit groupe effectivement où on a impliqué tous les métiers qui étaient vraiment concernés par cet aspect des choses, hein, donc le marketing, le commerce, mais la DSI bien évidemment. Et je pense qu'effectivement ce qui a emporté l'adhésion d'une manière définitive, c'est la qualité en fait. On est sur un produit web, on est un produit HTML, donc avec un design effectivement qui est très agréable. Hein, donc, et aujourd'hui, c'est vrai qu'avoir un outil comme ça qui permet à la fois aux commerciaux, mais aussi aux clients de pouvoir disposer d'informations avec une belle représentation. Voilà. On est dans un produit qui est un produit, comme on le dit, où il y a de l'émotion. C'est un produit qui est très chargé du point de vue culturel, etc. Et donc d'avoir de belles représentations, de belles images, un produit qui est bien documenté, avec cette facilité d'accès. Pour nous, c'était quelque chose effectivement qui était important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le portail, les commerciaux et les gens du market qui l'utilisent, qui commencent à l'utiliser, trouvent qu'effectivement, c'est un bel outil, quoi. En plus, vous avez apporté des modifications qu'on vous a demandé parce qu'il y avait cette problématique de print, donc qui permet de générer des catalogues. Donc, on a apprécié cette réactivité. Donc, aujourd'hui, les commerciaux, à partir de là, peuvent générer leur catalogue, partir chez le client avec ça. Donc, non, aujourd'hui, c'est une belle valeur ajoutée. Ouais, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Alors on a fait un petit peu le tour des slides. Je voudrais aussi vous dire que vous pouvez, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter directement si vous avez des questions. Alors il y avait une question qui est venue qui était sur le data model et donc c'est comment gagnez-vous du temps sur l'héritage des données? Juste comme il nous reste 3 minutes, cette question-là, on va plutôt y répondre par écrit, Thomas, si ça ne vous dérange pas. J'ai une autre. Je peux donner une réponse en 30 oui, secondes. Oui. En 30 secondes. En Oui. fait, il faut savoir que les produits sont caractérisés effectivement par des éléments qui sont des éléments immuables, qui sont des éléments légaux, hein, le produit de base en particulier. Donc, il y a des éléments qui sont immuables. Et le fait de pouvoir renseigner une information immuable de type produit de base va automatiquement générer des liens entre un produit existant et un produit qui se crée. Donc, le fait déjà de créer cette association via le produit de base, via l'appellation, parce qu'avec les appellations, vous savez, c'est pareil, les appellations sont des éléments consacrés, hein, donc on peut pas. Donc, le fait que l'on fasse cette association-là va automatiquement faire de l'héritage dans Quable, et Quable va retrouver les éléments caractéristiques associés à ces deux éléments fondamentaux, et derrière, donc, pouvoir faire une proposition de héritage de l'ensemble des informations associées. Vous voyez, c'était très court. Merci Thierry. Du coup, comme je vois que vous êtes, vous avez envie de répondre aux bonnes questions, je vais vous en poser une. Il y a 2 bonnes questions qui viennent d'arriver, notamment Laurie qui nous demande concrètement quels éléments faites-vous remonter de Quable vers Salesforce CRM, je rappelle. Bonne question. En fait, il faut savoir qu'on utilise Quable. Comme je l'ai dit, SAP est un logiciel qui est un logiciel vraiment destiné à faire de la gestion. Peut-être qu'on a eu quelques petits soucis, effectivement, pour en faire un outil vraiment destiné aux ventes, mais on est vraiment très orienté gestion. Ça veut dire qu'un produit dans SAP, c'est un produit qui va jusqu'à la manière dont il est stocké sur une palette.
C'est-à-dire que vous voyez, vous imaginez un produit, c'est le Chablis, comme disait, on va prendre l'exemple du Chablis, Chablis, les Blanchots, 2015, en 75 centilitres, qui va rentrer dans une caisse, dans une caisse de 6, une caisse de 12 avec des intercalaires, ou dans une caisse de bois, sur une palette européenne, sur une palette traitée, etc. L'article dans SAP, c'est tout ça, parce que ça doit intégrer toute la problématique de production et de logistique. Et en fait, ce que l'on remonte dans Salesforce, c'est l'unité consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne remonte que l'unité consommateur dans Salesforce, parce qu'un commercial, quand il commercialise, lui, il commercialise le Chablis Saint-Martin en 75 centilitres, les Blanchots. Voilà, c'est tout. Et donc, on remonte cette information déjà qui est structurée pour ressembler vraiment à ce qui est l'unité consommateur et qui va servir au commercial. Donc, ça, c'est une des premières choses. Après, on remonte dans Salesforce des éléments qui sont des éléments produits qui vont servir en fait au support de vente. Certaines caractéristiques du produit qui peuvent être effectivement des éléments de dégustation, des éléments de médaille, des notes qui sont, vous savez qu'on travaille beaucoup avec des influenceurs, donc des gens qui viennent tester nos produits, qui donnent des notes. Donc on remonte les notes, des choses comme ça. Donc, et c'est avec les commerciaux qu'on détermine depuis QAble quelles sont les informations qu'ils veulent avoir à disposition pour en fait constituer leur argumentaire de vente. Voilà. Super, merci. Merci. Ouais, bah, Laurie vous remercie. Puis je vais prendre une dernière question parce qu'on on va dépasser sinon. Je suis désolé, les autres questions, on y répondra, on y mettra un point d'honneur, on y répondra par écrit. Il y aura peut-être deux, trois questions, Thierry, auxquelles répondre par écrit. Mais en tout cas, je voulais finir sur une question qui vous concerne, Thierry. Les étiquettes sont-elles générées directement via le PIM? Et si oui, par quel outil? Alors, précisez que peut-être vous allez, vous prenez aussi de nouvelles fonctions. Oui, enfin, je prends la direction d'une des filiales du groupe. Mais bon, en limite, c'est vrai que l'étiquette est un élément fondamental, hein, puisque encore une fois, c'est un argument de vente aujourd'hui qui est essentiel. C'est 80% des décisions d'achat dans une grande surface en particulier. Je ne parle pas des gens connaisseurs qui vont vraiment sur des sites spécialisés, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. J'en faisais partie avant d'entrer chez Advini, hein, je vous rassure. Hein. J'ai eu la chance de suivre un parcours d'initiation et de formation au sein d'Advini qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler du vin différemment d'il y a 5 ans. Mais c'est vrai que 80% de la décision d'achat est fait souvent par l'étiquette, la médaille qui y figure, etc. Bon, l'appellation, bien évidemment, aussi intervient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout le travail à construire. C'est qu'aujourd'hui, les étiquettes sont créées dans des outils de type Adobe, hein, donc, que vous connaissez tous certainement, Illustrator, etc., Photoshop. Et à partir de là, l'objectif, c'est effectivement de créer ce lien qu'on est en train de créer, d'ailleurs, on y travaille, d'alimenter QAble dans la partie média avec ces étiquettes, ces contre-étiquettes, pour que le commercial puisse aussi avoir à disposition, et le client, ces informations-là, quoi. Non, ça c'est hyper important. Et donc, bon, le sens de la question, c'était ce qu'il y avait aussi dans l'autre sens. Forcément, sur ces étiquettes, il y a toutes les informations qui sont dans le PIM. Donc, peut-être que c'est un projet Oui, parce nous, on peut faire remonter des informations dans InDesign, hein, comme vous avez déjà fait un flux. oui, Donc, bien sûr. on peut tout à fait injecter toutes les données du PIM dans vos templates d'étiquettes. Ça, ce sera faisable. C'est peut-être pas ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est faisable. Mais disons qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place des éléments d'organisation numérique, parce que vous savez qu'en impression, il y a plusieurs types d'impression. Hein. Quand on travaille sur des environnements 100% numériques, il y a cette capacité effectivement d'aller piquer de l'information directe dans le PIM pour pouvoir alimenter les systèmes. Après, sur les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais non, mais c'est vrai que c'est une bonne question et c'est une bonne réflexion que vous m'instillez pour C'est vrai que... les jours prochains, oui. Ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup. On s'était dit 45. Il y a encore quelques questions, mais moi j'ai encore 10 minutes. Si vous voulez, je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Ouais. Bah, alors, écoutez, on va prendre une dernière question si vous voulez, mais c'est qu'il y a un petit format lié au format du webinaire et puis à sa diffusion derrière, puisque c'est un webinaire qui va avoir une vie. Mais par exemple, la dernière question. Alors, on vous recommande Easy Catalog. Oui, on connaît très bien EasyCat. Oui, on connaît très bien. Il n'y a pas de souci. Merci Marie-Hélène, mais on va bosser là-dessus. Enfin, il n'y a pas de souci en tout cas. Il y a pas mal de clients qui se connectent à EasyCat. Alors, est-il possible de télécharger les fiches PDF depuis le portail? Ça, voilà. On peut peut-être sur une question fonctionnelle produit. Est-il possible de télécharger des fiches PDF depuis le portail? La réponse est oui. La réponse est oui. Aujourd'hui, on le fait, hein, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, la possibilité de les compiler également pour faire un petit catalogue à la demande. Oui. Voilà.
Aujourd'hui, on a cette fonctionnalité. Effectivement, on peut, avec le portail, il y a une fonction de print qui permet en fait d'aller charger en fait toutes les fiches catalogue dont on a besoin dans un panier entre guillemets, et depuis le panier faire une impression, faire un document unique qui va reprendre l'ensemble des produits qu'on veut aller présenter à un client, par exemple. Ouais. Très bien. Bon, mais on va s'arrêter là parce que effectivement, on a ce petit format qu'on veut respecter. Merci beaucoup, Thierry. Les quelques questions qui restent, on va les adresser par écrit. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment aimé beaucoup ce projet et puis ce webinaire aujourd'hui. C'est vraiment passionnant de pouvoir faire aussi le boucler la boucle, hein, puisque on s'est connus au tout début du projet, de voir tout ça qui s'est mis en place, c'est vraiment très satisfaisant. Merci encore et puis bonne continuation Merci à vous, avec plaisir. et dans les autres activités en tout cas. Et si on doit faire un petit peu de pub, n'hésitez pas, Advini a des domaines partout en France, donc vous avez forcément pour cet été un domaine Advini près de chez vous et en général, j'ai testé, on est très très bien reçu. Donc voilà. On peut vous envoyer un catalogue, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clair. Allez, merci beaucoup Thierry. Merci Bon à week-end. vous. Merci à tous pour votre présence. Bonne fin de journée, bon week-end. Allez, au revoir. Au revoir.